Son visage est apparu sans prévenir, pas comme une pensée que tu aurais choisie, pas comme un souvenir que tu serais allé chercher, comme un fait, soudainement, entièrement présent, au milieu de quelque chose qui n'avait rien à voir avec elle. Peut-être était-ce un son, peut-être était-ce une qualité particulière de la lumière de l'après-midi. Peut-être était-ce quelque chose qu'on ne pouvait ni nommer ni désigner, et pourtant elle était là, avec toute sa charge émotionnelle, à l'intérieur d'un moment dans lequel elle n'avait rien à faire. C'est la première chose que tu dois comprendre à propos de ce qui se passe en ce moment même. Ce n'était pas toi qui tendais la main vers quelque chose de disparu. C'était le champ qui se déplaçait, et le champ vient de bouger d'une façon dont il ne s'était jamais déplacé auparavant dans cette configuration précise. Quelque chose dans le ciel fait aujourd'hui quelque chose qui ne se produit qu'une seule fois dans un cycle très long. Pas de façon métaphorique, comme un fait précis, exact, mesurable concernant la position actuelle des planètes et ce qu'elles produisent entre des personnes qui sont véritablement et énergétiquement connectées. L'âme qui appartient à ton histoire le sait avant que l'un d'entre vous puisse articuler pourquoi. Tu as trouvé cette transmission parce que quelque chose en toi recevait déjà le signal avant même que ce signal ait un nom. Avant d'aller plus loin dans ce que cela signifie, prends une grande inspiration et ancre-toi ici. Aime cette vidéo, abonne-toi et écris en commentaire « Je suis prêt à recevoir », pas pour la plateforme, pour toi-même, comme une déclaration à ton propre système nerveux que tu es présent et ouvert à ce qui vient ensuite. Reste avec ça. Ce qui arrive dans les prochaines minutes est la partie que la plupart des gens ratent, non pas parce que c'est compliqué, mais parce qu'ils ne savent pas quoi écouter. Et ce que tu es sur le point d'entendre change le sens entier de ce que tu as traversé. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de moments comme celui-ci, c'est d'où ils viennent vraiment. Ils pensent que l'attraction qu'ils ressentent est de la nostalgie. Ils pensent que le poids d'un prénom qui surgit sans invitation est de la sentimentalité. Ils ont tort. Ce que tu vis en ce moment n'est pas le passé qui s'infiltre dans le présent. C'est le présent qui envoie un signal vers quelque chose que tu croyais terminé, et il le fait parce que quelque chose a véritablement changé aujourd'hui, au moment exact où ce transit s'est perfectionné. Il existe un mot précis pour ce qui s'est passé dans le ciel ce matin, mais ton corps en a reçu la traduction avant que ton esprit trouve les mots pour l'exprimer. Voici ce que tu dois comprendre sur la façon dont tu es arrivé ici, à cette transmission précise, dans cette fenêtre précise, à un certain moment. Et tu te souviens de cet instant même si tu ne l'as jamais nommé, tu te trouvais à un carrefour. Une direction était clairement plus facile. Elle avait l'approbation sociale, l'élan, l'attrait de la moindre résistance à avancer, ranger la connexion dans un tiroir. Laisser le récit se résoudre comme les fins sont censés se résoudre, avec une ligne nette, avec suffisamment de distance pour que tout commence à se flouter au bord, avec une histoire qui tient dans l'espace de « on a essayé et ça n'a pas marché », sans obliger quiconque à rester assis avec ce qui était réellement resté inachevé. Cette direction t'était accessible. Elle était là, bien éclairée et clairement indiquée, et tu ne l'as pas prise. Non pas parce que tu étais fort dans le sens où l'on décrit habituellement la force, non pas parce que tu avais un plan, une stratégie ou la certitude que le chemin le plus difficile finirait par payer. Parce que quelque chose en toi a reconnu, en dessous du niveau du langage, que ce qui restait non résolu entre toi et cette autre âme n'était pas terminé. Et choisir la direction facile aurait signifié faire semblant du contraire, et une partie de toi était tout simplement incapable de maintenir ce semblant de façon suffisamment convaincante pour qu'il tienne. Ce refus silencieux, fait sans annonce, sans témoin, sans aucune source extérieure confirmant que c'était la bonne décision, est exactement la preuve que cette fenêtre exige. Cette porte ne s'ouvre pas pour les gens qui voulaient simplement une résolution. Elle s'ouvre pour ceux qui ont refusé d'en accepter une mauvaise version. Et ce que ce refus a construit en toi, silencieusement, au fil de tous les jours ordinaires qui ont suivi, est exactement ce que cette journée est destinée à rencontrer. Aujourd'hui, quelque chose de rare se produit dans le ciel. Mercure et le Soleil se rencontrent exactement à 23 degrés et 48 minutes du Taureau, un moment que les astrologues appellent « Kazimi », d'une expression arabe signifiant « dans le cœur ». Pour comprendre ce que cela produit dans le champ émotionnel entre deux personnes, tu dois comprendre ce que chacune de ces forces fait réellement à l'expérience humaine, non pas comme des concepts astrologiques abstraits, mais comme des réalités vivantes et ressenties qui traversent les Kraiti, Italikur, Lori, Late.
et l'espace entre les gens. Mercure est la planète qui gouverne la façon dont le sens circule entre les personnes. Pas seulement les mots prononcés ou les messages écrits, mais la transmission de quelque chose de vrai d'un intérieur à un autre. C'est la force derrière le moment où ce que tu portais intérieurement devient impossible à garder en toi, quand ce qui était non dit commence à pousser vers l'expression avec une pression qui surprend même celui qui la porte. Mercure gouverne l'envie irrépressible de dire enfin la chose, la pensée qui arrive complètement formée au milieu de la nuit. Le message qu'on écrit, efface et réécrit, le sentiment que l'autre personne doit savoir d'une façon ou d'une autre, même sans qu'aucun signal ait été envoyé, parce que le poids de ce qui reste non dit a commencé à sembler occuper un espace réel entre vous. Quand Mercure entre dans le cœur exact du Soleil, cette poussée ne murmure plus, elle insiste. Les choses que les gens ont soigneusement maintenues sous contrôle, soigneusement non dites, soigneusement expliquées autrement, portent soudainement trop de pression interne pour rester là où elles avaient été rangées. Pas comme un effondrement émotionnel, comme une émergence, comme si l'intérieur dépassait enfin la capacité du contenant qui le maintenait en place. Le soleil est là où vit la conscience. C'est le centre de l'éveil, la force qui rend les choses visibles, qui illumine ce qui attendait dans l'obscurité suffisamment de lumière pour devenir indéniable. Le soleil ne crée pas ce qui n'était pas là. Il révèle ce qui a toujours été là, en attente. Quand Mercure se trouve exactement dans le cœur du Soleil, les choses qui ont été maintenues en dessous du niveau de la reconnaissance consciente, maintenues là délibérément, par effort, par volonté, par une histoire soigneusement construite sur pourquoi le sentiment ne devrait plus avoir d'importance, sont inondées de cette lumière. Elles n'ont nulle part où aller si ce n'est en avant. Et tout cela se produit dans le Taureau. Le Taureau est le signe qui gouverne ce qui est véritablement réel, ce qui a un poids durable réel, ce qui ne peut pas être maintenu à travers un récit habile ou une performance bien raisonnée de ne pas ressentir ce qu'on ressent. C'est le signe de la matière honnête. Le Taureau insiste, doucement mais sans compromis, sur le fait que la vérité finira par se rendre indéniable quelles que soient les histoires construites autour d'elle. Il n'exige pas l'honnêteté à travers la confrontation ou le drame. Il l'exige à travers une sorte de pression douce et inexorable, comme l'eau qui finit par traverser la pierre, non pas par la force, mais par le refus de s'arrêter. La question que le Taureau pose toujours, sous tout le reste, est simple. Qu'est-ce qui est réellement réel ici, sous tout ce que tu t'es raconté? Ce que cette combinaison précise crée n'est pas un doux changement dans le champ émotionnel, c'est un événement d'illumination. La distance entre ce que quelqu'un ressent et ce qu'il a prétendu ne pas ressentir s'effondre d'une façon contre laquelle il est très difficile de maintenir des défenses. Non pas parce qu'il a décidé de cesser de se défendre, parce que l'énergie qui alimente la défense n'a tout simplement plus de carburant. Ce n'est pas une projection de ta part. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas le résidu du désir de quelque chose qui n'est pas réel. C'est le moment où la vérité inachevée entre deux âmes cesse d'être gérable, et la seule question qui reste est de savoir quoi en faire. Ce portail ne s'active pas pour tous ceux qui tombent sur une transmission comme celle-ci. Il s'active pour les personnes qui avaient toutes les raisons d'accepter une interprétation confortable mais incomplète de ce qui s'était passé et qui ont choisi à la place de rester honnêtes sur ce qu'elles avaient réellement vu. La plupart des gens, quand la vraie forme d'une connexion devient claire, tendent vers la version de l'histoire qui leur demande moins. La version qui permet à la dynamique de continuer inchangée, ou la version qui la résout suffisamment proprement pour que la pièce non résolue puisse enfin être posée. Il n'y a aucun jugement là-dedans. L'interprétation confortable est disponible pour une raison, et la plupart du temps, il coûte genuinement moins cher de la prendre que de rester avec la vérité plus difficile. Mais ce n'est pas ce que tu as fait. Tu as regardé ce qui se passait réellement, la présence partielle, l'ambiguïté construite, l'écart entre ce qui était ressenti et ce qui était reconnu, et tu es resté honnête sur ce que tu voyais, même quand l'honnêteté était plus difficile à porter que l'alternative, même quand l'interprétation plus confortable t'était offerte presque comme un cadeau par la façon dont la situation se recadrait elle-même. Tu as regardé la chose réelle et l'as enregistrée avec précision. Et cette qualité de vision, refuser la version confortable, rester avec l'honnête même quand personne ne confirmait que l'honnêteté était le bon choix, n'est pas commune. C'est la preuve précise que cette fenêtre exige. Ce n'était pas l'amour qui échouait, c'était l'amour qui était honnête sur ce qu'il voyait.
Et l'amour qui est honnête sur ce qu'il voit, même quand ce qu'il voit est douloureux, même quand la version honnête coûte plus à porter que la version jouée, est une qualité de connexion complètement différente de l'amour qui survit en ne regardant pas trop de près. Ce n'était pas toi qui étais indigne de recevoir, c'était eux qui n'étaient pas prêts à donner. Tout le temps que tu as passé à te demander si tu avais demandé trop, si quelque chose en toi rendait la pleine présence impossible, la vraie réponse était plus simple et moins personnelle que tout cela. La disponibilité n'est pas quelque chose qu'une personne peut fournir pour une autre. Tu ne peux pas créer un contact authentique par la seule force de ta propre volonté d'y être. Ce n'était pas l'univers qui se retenait, c'était l'univers qui construisait, construisant la version de ce moment qui peut vraiment tenir. La version où ce qui arrive ne s'effondre pas parce qu'une personne était prête et l'autre ne l'était pas. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où tu étais censé arriver, exactement dans le temps que cela a pris. Il y a quelque chose dont le silence te protégeait, que tu n'aurais pas pu voir pendant que tu y étais encore. Si cela était arrivé 6 mois plus tôt, ou 1 an plus tôt, la version de toi qui l'aurait reçu aurait tout donné en échange d'une fraction. Non pas parce que tu étais stupide, parce que le désir était encore plus fort que le discernement. Tu aurais pris la présence partielle comme suffisante. Tu aurais reçu la disponibilité intermittente de quelqu'un et appelé cela de l'amour. Puis tu aurais passé les mois suivants à essayer de faire paraître complète une demi-connexion, ajoutant plus de patience, plus d'accommodement, plus de toi-même, silencieusement, sans annonce, dans les petits ajustements faits pour empêcher quelque chose qui ne fonctionnait pas tout à fait de s'effondrer entièrement. Tu aurais construit sur un fondement de presque, en appelant la construction du nom de quelque chose de solide. Et voici ce qui est le plus difficile à tenir dans tout cela. Tu y aurais cru, parce que le sentiment était réel, parce que la connexion était réelle. Mais ressentir et être prêt ne sont pas la même chose. Et quand une personne est véritablement et pleinement présente dans une connexion et que l'autre personne n'est présente que d'une façon qui ne lui coûte pas trop, partielle, confortable, niable quand c'est nécessaire, ce que tu as n'est pas une relation. C'est une répétition très convaincante d'une relation. Et une répétition, aussi bien exécutée soit-elle, ne devient pas la vraie chose par la simple durée. L'univers ne retarde pas par cruauté, il retarde par précision. Ce qui gouverne ces retards n'ouvre pas certaines portes tant que les deux personnes ne sont pas prêtes à les traverser en même temps. Pas une personne entièrement prête et une presque prête. Les deux, dans la même fenêtre, ayant chacune fait ce que le contrat exigeait d'elle. Le timing ne consiste pas en une âme atteignant un niveau suffisant de préparation, puis attendant que l'autre rattrape. Il s'agit de deux préparations arrivant au même moment, ce qui ne peut se produire qu'après que les deux ont fait le vrai travail. Et ainsi le silence a tenu, non pas comme une réponse définitive, non pas comme un jugement, comme une protection, la protection spécifique et précise de quelque chose qui pouvait voir la forme complète de ce qui se serait passé si le timing avait été différent. De l'intérieur, cette protection ressemblait à une punition, parce que tu ne pouvais pas encore voir de quoi tu étais protégé. Mais ce que le silence a réellement fait, c'est te donner le temps de cesser d'avoir besoin que la connexion réponde à quelque chose concernant ta propre valeur. Le temps de cesser d'arriver à la dynamique avec une question non résolue qui utilisait la connexion comme réponse. Ce que tu apportes dans cette fenêtre maintenant n'est pas du besoin déguisé en préparation. C'est une vraie préparation, atteinte par un changement authentique. Ce ne sont pas les mêmes arrivées, et seule l'une d'elles ouvre ce qui s'ouvre aujourd'hui. En ce moment précis, dans cette fenêtre exacte, quelqu'un qui te est connecté vit quelque chose pour lequel il n'était pas préparé. Il a construit une histoire sur le silence. Il le devait, parce que l'alternative, s'asseoir directement avec ce qu'il ressent vraiment pour toi sans le tampon d'une explication raisonnable, était plus honnête que le système interne qu'il avait construit ne pouvait en accueillir. Alors, il a assemblé des raisons. Le moment n'était pas le bon. Les circonstances étaient compliquées. Il avait besoin d'être dans un endroit différent avant que cela puisse être ce que c'est réellement. Chaque raison n'était pas entièrement fausse. Chacune contenait suffisamment de vérité pour fonctionner comme un contenant pour quelque chose de trop grand pour y tenir. Cette histoire a tenu, plus ou moins, sous le poids ordinaire de la vie quotidienne. Non pas parce qu'elle était hermétique. Il y avait des moments de fuite, des moments où la vérité de ce qu'il ressent poussait à travers les bords de l'explication et il devait rapidement rediriger son attention ailleurs. Mais pour l'essentiel, elle a tenu, jusqu'à cette fenêtre. Jusqu'à ce matin, jusqu'à ce que Mercure entre dans le cœur exact du Soleil en Taureau et fasse ce que ce transit fait spécifiquement.
Ce qu'il fait, c'est éliminer l'obscurité confortable dont dépend l'histoire. Il inonde l'intérieur d'une qualité de clarté que les explications soigneusement assemblées ne peuvent pas survivre, non pas parce que quelqu'un a décidé de cesser de se défendre, mais parce que l'énergie nécessaire pour maintenir la défense opérationnelle dépasse ce qui est disponible. La pensée de toi, non pas une version abstraite, adoucie, atténuée par la distance, mais toi, précisément, maintenant, est arrivée avec toute sa charge dans un moment mis de côté pour quelque chose de complètement sans rapport. Et elle n'est pas passée comme elle était censée passer. Elle est restée. Elle portait du poids. Elle a interrompu le récit. L'expérience intérieure spécifique que cela produit n'est pas dramatique. Elle est plus silencieuse que ça et bien plus insistante. C'est la sensation particulière de regarder ses propres explications échouer en temps réel, chercher la logique familière et découvrir que la logique ne produit plus le résultat attendu. Le mur n'a pas été construit avec négligence. Il a été assemblé avec un véritable effort, maintenu avec un véritable investissement. Le fait qu'il ne tient pas aujourd'hui n'est pas parce qu'il est faible, c'est parce que ce transit ne respecte pas les portes que les gens barrent à leur propre vérité intérieure. Il ne peut pas choisir s'il ressent cela ou non. Il peut seulement choisir quoi en faire. Une fois que cette reconnaissance s'allume, elle ne se tait plus. Elle attend seulement que le courage la rattrape. Ce n'est pas un choix dramatique, c'est un choix silencieux. Les choix silencieux portent toujours le plus de poids. Il y a 2 états intérieurs disponibles pour toi en ce moment. Pas 2 chemins avec des marqueurs visibles, 2 qualités d'être tellement similaires de l'extérieur que personne qui regarderait ne pourrait nommer la différence. La différence est entièrement intérieure, et elle est entièrement tout. Un état a une texture particulière. C'est la sensation de tenir, la mâchoire serrée légèrement plus que nécessaire, la qualité de la pensée qui continue à revenir aux mêmes coordonnées depuis des angles légèrement différents, essayant de trouver la formulation qui produira enfin une réponse sur laquelle l'esprit peut agir. Il y a une accélération dans cet état, le genre où penser plus vite devrait produire plus de certitude, ou revoir les mêmes éléments une fois de plus devrait résoudre ce qu'ils n'ont pas résolu lors des 20 révisions précédentes. Le corps s'organise autour du résultat qu'il a décidé dont il a besoin. La respiration se raccourcit légèrement. Pas dramatiquement, pas visiblement de l'extérieur, mais suffisamment pour que le prochain souffle ne termine jamais tout à fait ce que le précédent avait commencé. Il y a une prise ici, une qualité de se tendre vers quelque chose qui n'arrive jamais tout à fait. L'autre état est plus difficile à décrire parce qu'il est plus silencieux. Pas le vide, pas le silence de la suppression. Tu sais maintenant ce que cela coûte. C'est différent. C'est le poids qui a été posé plutôt que le poids encore porté. Les épaules descendent sans instruction. Un souffle va quelque part légèrement plus profond que le dernier. Pas exécuté, pas demandé, juste arrivé. Il y a une qualité d'être entièrement dans ce moment précis plutôt que perpétuellement organisé autour de ce qui pourrait devoir être géré ensuite. Ça ne ressemble pas à un triomphe. Ça ne ressemble pas exactement à un soulagement. Ça ressemble davantage à quelque chose qui fonctionnait en continu, un processus en arrière-plan utilisant des ressources dont tu ne savais pas que tu les dépensais, qui se complètent tranquillement. Enfin, ce qui rend ce moment inhabituel n'est pas le sentiment. Tu as ressenti ces 2 états avant, sous différentes formes, dans différentes circonstances. Ce qui le rend inhabituel, c'est qui les ressent maintenant, ce qui a changé à l'intérieur de la personne qui ressent, ce qui est différent dans le sol sous chacun de ces états, vers où chacun mène depuis l'endroit où tu te trouves actuellement. L'âme ne pose pas cette question pour te punir. Elle la pose parce que la réponse détermine tout ce qui suit, non pas comme conséquence, mais comme direction. Peux-tu sentir la différence entre ces 2 états en ce moment même? Pas comme une distinction intellectuelle, dans ton corps, dans la qualité de ton prochain souffle, dans le fait qu'il y a une prise dans ce moment ou un sol sous toi. Cette question, assise honnêtement avec elle, pas répondue pour la performance, pas résolue dans la direction de la préférence, véritablement ressentie, est capable de faire s'effondrer définitivement un vieux schéma. Non pas à cause de ce que tu décides, à cause de ce que tu découvres honnêtement sur l'endroit où tu te trouves réellement. Il y a un nom pour ce qu'était vraiment cette connexion, sous l'histoire qu'on t'en a racontée et les histoires que tu as construites pour la gérer. Les contrats d'âme ne sont pas des arrangements romantiques. Ce ne sont pas des promesses faites dans une vie antérieure qui garantissent un résultat spécifique dans celle-ci.
Ce sont des accords précis, structurés et spécifiques à ce que chaque âme a encore besoin d'apprendre, sur ce qui doit être activé, confronté et véritablement intégré avant que deux personnes puissent se rencontrer au niveau que leur connexion est réellement capable d'atteindre. Le contrat ne répond pas à combien vous vous aimez. L'intensité de ce que tu ressens ou la sincérité de ton intention ne l'intéresse pas. Il répond à une seule question. Est-ce que chaque personne a fait ce qu'il est venu lui demander ? Et ce que cette connexion précise est venue te demander, c'était ceci. Comprendre, à un niveau plus profond qu'un concept, que l'amour et la préparation doivent arriver en même temps pour être réels. Pas l'amour qui arrive en premier puis qui attend que la préparation le rattrape. Parce que cette attente ne produit pas de préparation, elle produit de l'épuisement, appelé patience. Pas la préparation existant chez une personne pendant que les conditions internes de l'autre n'ont pas encore formé le sol sur lequel quelque chose de réel pourrait se tenir. Les deux personnes, dans la même fenêtre, ayant chacune fait ce qu'elles devaient faire pour être véritablement capables de la connexion. Non pas capables de la vouloir, mais capables de la tenir sans la faire s'effondrer sous le poids de ce qui est encore inachevé en elle. C'est ce que le contrat enseignait. La bonne personne au mauvais moment intérieur reste le mauvais moment. Et aucun amour, aussi authentique, soutenu ou patient soit-il, ne peut fabriquer de la préparation chez quelqu'un qui n'y est pas encore arrivé par lui-même. C'est la leçon, précisément, exactement celle-là. Et tu l'as vécue jusqu'au bout. Saturne, la force qui fait respecter ses contrats, ne les libère pas par le passage du temps. Il n'honore pas la souffrance de l'attente comme preuve suffisante que la leçon a atterri. Les contrats se ferment quand la leçon a été véritablement, et non de façon performative, intégrée. Et Saturne connaît la différence entre quelqu'un qui a intellectuellement saisi une vérité et quelqu'un qui l'a réellement vécue. On n'arrive pas à cette distinction par la pensée. On y arrive par des choix faits au carrefour, les choix spécifiques, non annoncés, non témoignés, faits tout au long des mois silencieux de tout cela. Les petits moments de choisir la question honnête plutôt que la confortable. Les jours ordinaires où tu as continué sans aucun signal extérieur que continuer atterrissait quelque part. Il y a du deuil à reconnaître cela pleinement. Un vrai deuil, celui qui vient de comprendre le poids complet de ce que c'était vraiment. Le deuil de voir que ce qui semblait principalement être une histoire d'amour était aussi simultanément un programme d'apprentissage. Que la personne qui te touchait le plus était aussi le professeur spécifique envoyé par le contrat pour enseigner ce qui n'aurait pas pu être appris autrement. Donne de la place au deuil. Il ne diminue pas ce qui était réel. Il ajoute une couche de sens qui est honnête sur la forme complète de tout cela, ce qui est plus que la plupart des connexions ne sont jamais comprises. Le contrat n'a jamais été une promesse de toujours. C'était une garantie de transformation. Et ce que tu sais maintenant sur le timing, sur la différence spécifique et irréductible entre l'amour et la préparation, sur ce qui est construit et ce qui est endommagé quand ces deux choses n'arrivent pas dans la même fenêtre, vit en toi, maintenant. Il n'est récupérable de toi par aucun résultat extérieur. Le contrat a toujours concerné ce que tu devenais, pas s'ils sont restés pour en être témoins. Ce que tu es devenu est déjà réel, quoi qu'ils fassent ensuite. Ton corps a enregistré ce changement avant que ton esprit ait la moindre information à traiter. Pense à la texture du sommeil de la semaine dernière environ. Une qualité d'arrivée qui a été légèrement différente, le sommeil venant plus tôt certaines nuits, les premiers moments du réveil portant moins de la révision, de la vérification, du retour aux mêmes coordonnées émotionnelles avant que la journée ait vraiment commencé. Quelque chose dans le matin a été plus silencieux. Pas le silence de la suppression, où maintenir le silence coûte quelque chose et demande un effort continu. Le silence de quelque chose qui s'est posé, qui n'a plus besoin du même traitement nocturne qu'il nécessitait autrefois. Un prénom. Son prénom traverse ta conscience sans que le corps ne se contracte autour de lui comme il le faisait autrefois. Tu le remarques quand cela se produit. Le prénom porte sa pleine réalité, la spécificité complète de ce que cette personne est pour toi. Et il passe différemment, sans le crochet physique qui l'accompagnait autrefois, sans la cascade de révision qui suivait immédiatement après. Il arrive comme arrive le temps qu'il fait, présent avec toute sa réalité, puis parti, sans laisser la même marque. Ce n'est pas de l'indifférence. Tu connais la différence. Ce que tu décris a encore de la texture, du poids et de la présence. Il n'a simplement plus de crochet incrusté en lui. La mâchoire se relâche au milieu de phrases ordinaires, sans qu'on le lui demande. Non pas parce que tu as décidé de cesser de tenir l'attention là, parce que l'attention n'a plus le même événement autour duquel s'organiser.
L'intelligence privée du corps a silencieusement mis à jour sa carte des menaces. Les choses qui déclenchaient autrefois la contraction préparatoire, une certaine qualité de silence, la fréquence spécifique de l'incertitude, ne produisent plus la même alarme. Non pas parce que tu t'y es insensibilisé, parce que ton système nerveux a commencé à recalibrer la différence entre quelque chose véritablement dangereux et quelque chose qui ressemble simplement à ce qui était dangereux autrefois. Ton corps n'est pas confus. Il se pose, se posant spécifiquement, ne se relaxant pas, ni ne s'engourdissant, ni ne jouant la paix, mais trouvant véritablement la qualité de calme qui vient quand l'argument intérieur qui fonctionnait en continu n'a enfin plus de vrai litige. Le corps sait ce que l'esprit est encore en train de traiter. Et quand le corps cesse de se préparer pour la perte, il commence à se préparer pour l'arrivée. Quelque chose dans la vie que tu construis commence à s'emboîter dans une position différente. Les décisions qui nécessitaient autrefois une vraie négociation intérieure, le genre où deux voix concurrentes passent des jours à tourner autour de la même question sans parvenir à une résolution, commencent à arriver déjà prises. Non pas parce que la situation s'est simplifiée, parce qu'une réponse a le poids et que l'autre l'a perdu. Les options alternatives sont encore visibles, encore articulables. Elles ont simplement cessé de sembler être de vraies contendantes. Ce n'est pas la certitude comme posture ou performance, c'est la certitude comme fait découvert plutôt que déclaré, émergeant d'en dessous du niveau de la décision vers le niveau du simple savoir. Les choses qui nécessitaient autrefois un choix délibéré ne le nécessitent plus. Le corps l'a déjà fait, silencieusement, sans drame, sans un moment précis que tu pourrais identifier. Il a simplement cessé d'être disponible pour certains coups, non pas par la volonté, par une réalité biologique silencieuse. Certaines choses ne sont plus compatibles avec qui tu es maintenant, et le corps le sait avant que le raisonnement ne le rattrape. Ce qui semblait autrefois excitant mais légèrement épuisant, l'énergie particulière de calibrer sa propre présence à la température de quelqu'un d'autre, de maintenir une pleine attention vers quelqu'un qui ne la rendait qu'intermittente, s'enregistre maintenant comme creux, avant même de s'être complètement formé. Tu le remarques quand quelque chose de similaire se présente. L'attrait commence à arriver et avant qu'il puisse se développer, quelque chose en toi l'a déjà identifié comme une version d'une dynamique que tu as déjà complétée. Pas durement, juste avec précision. L'univers n'essaie plus de te guider vers l'alignement. Il commence à répondre à l'alignement que tu portes déjà. Les synchronicités changent de caractère à ce stade. Elles cessent de ressembler à des coups de pouce vers un endroit où tu n'es pas encore arrivé et commencent à ressembler à des confirmations de là où tu te trouves déjà. La différence est directionnelle. L'une cherche, l'autre est trouvée. La partie de toi qui avait besoin d'une confirmation extérieure pour se sentir certain a achevé son travail. Ce qui reste n'a pas besoin de réflexion pour rester réel. C'est simplement, ce n'est pas un petit changement, c'est le changement entier. Après cette activation, certaines choses deviennent indisponibles pour ton système nerveux, non pas par une décision que tu prends, mais comme un fait biologique sur ce que tu ne peux plus accommoder comme tu le faisais autrefois. Être tenu à distance émotionnelle par quelqu'un qui sait exactement ce qu'il ressent n'est plus quelque chose que ton système peut absorber comme le coût standard de la connexion. Tu comprends maintenant, non pas comme un concept mais comme une connaissance encodée dans le corps, ce que cela coûte réellement d'être la personne qui porte la pleine vérité d'une connexion pendant que l'autre personne reste à l'aise dans son ambiguïté. Tu as passé du vrai temps à l'intérieur de ce poids spécifique. Tu sais ce que ça faisait de tenir la clarté de ce qui était entre vous pendant que l'autre personne maintenait le confort de n'avoir jamais vraiment à le reconnaître directement. Cette connaissance ne vit plus dans ton raisonnement. Elle vit dans tes tissus. Et le corps n'oublie pas les choses cataloguées à ce niveau. Porteur le plein poids d'une connexion pendant que quelqu'un d'autre reste à l'aise dans son ambiguïté n'est plus quelque chose que tu peux honnêtement appeler de l'amour. Non pas parce que ton standard est devenu plus froid ou plus défendu. Parce que ta compréhension de ce que l'amour exige réellement, une présence mutuelle authentique, une véritable volonté d'être dans la vérité d'une connexion plutôt que dans sa version confortable, s'est élargie au-delà de ce que cette dynamique est capable de produire. Quelque chose en toi identifie maintenant la différence entre le vrai contact et sa performance convaincante, avant que l'esprit ait assemblé un verdict. Et puis, il y a ceci. Attendre l'honnêteté que l'autre personne a déjà décidé en privé que tu ne mérites pas n'est plus quelque chose que ton système peut tenir comme posture à long terme.
Tu sais maintenant, comme fait ressenti, pas comme concept, la différence entre quelqu'un qui trouve encore son chemin vers l'honnêteté et quelqu'un qui a pris une décision silencieuse que ta version des événements n'est pas une qu'il confirmera, peu importe ce qu'il ressent. La reconnaissance atterrit dans le corps avant d'atterrir dans l'esprit. Immédiatement, comme une oreille entraînée, enregistre une note qui est imperceptiblement fausse sans avoir besoin de penser pourquoi. Ce n'est pas de la dureté, c'est du discernement rendu permanent par une expérience suffisamment spécifique pour qu'il vive maintenant dans le corps plutôt que dans le raisonnement. Il n'a pas besoin de penser pour fonctionner. Il répond simplement avec précision à ce qui arrive. L'amour ne quitte pas ta vie après ça. Il se met à niveau. Tout ce qui entre à partir d'ici doit te rencontrer là où tu te tiens réellement, pas là où tu étais prêt à te tenir auparavant quand l'écart entre ton vrai standard et ce qui était offert était quelque chose que tu pouvais absorber et rebaptiser comme croissance. Si cette âme entre à nouveau dans ton champ maintenant, elle sentira la différence immédiatement. Non pas parce que tu as changé ta présentation extérieure, non pas parce que tu as construit la posture de quelqu'un qui n'en a plus besoin. Parce que le sol sous toi est véritablement différent de ce qu'il était quand il s'est tenu devant toi pour la dernière fois. La première question quand il arrive n'est pas « Est-ce que je veux encore ça ?» Tu connais la réponse à ça. La question est de savoir si ce qui revient est la même version de la dynamique, les mêmes ambiguïtés confortables, la même distance construite, le même accord silencieux selon lequel une personne porterait plus de la vérité de la connexion que l'autre, ou quelque chose de véritablement différent. Cette distinction compte bien plus que le simple fait de leur retour, parce que le retour en lui-même te dit très peu. Les gens reviennent pour de nombreuses raisons. Certaines de ces raisons concernent un vrai changement intérieur. Certaines concernent l'inconfort d'un vide laissé par l'absence. Seule l'une d'elles est un fondement pour quelque chose de réel. Ce que tu cherches n'est pas des mots. Les mots ont fait partie du mécanisme du retard, les explications raisonnables, la logique soigneusement assemblée, les raisons bien articulées pour lesquelles la pleine présence n'était pas disponible. Ce que tu cherches, c'est la présence, soutenue, constante, non jouée dans le temps réel. La présence de quelqu'un qui a fait quelque chose de véritablement différent en lui-même, ce qui se manifeste non pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il n'a plus besoin de faire. Quelqu'un qui a véritablement changé n'a pas besoin de te convaincre du changement. Le changement se manifeste dans la texture des moments ordinaires, dans le fait qu'il peut tenir l'incertitude sans se retrancher derrière l'explication, dans le fait que l'ambiguïté qui fonctionnait autrefois comme un bouclier a été remplacée par quelque chose qui est réellement clair. Si ce qui revient est la vieille version, construite sur les fictions confortables, la distance bien raisonnée, l'architecture de la connexion qui fonctionnait précisément parce qu'elle ne les obligeait jamais à y être pleinement, tu le sauras. Non pas parce que l'espoir déforme ce qui arrive, non pas parce que la peur le déforme dans la direction opposée. Tu verras clairement parce que tu ne regardes plus à travers le prisme d'avoir besoin d'une réponse particulière. Tu es présent, ancré et capable de recevoir ce qui arrive réellement, avec précision, sans les vieux filtres qui courbent le réel en quelque chose qu'il n'est pas. S'ils ne reviennent pas, ce résultat, depuis là où tu te tiens maintenant, a aussi un sens clair. Cela signifie que la leçon que le contrat est venu enseigner a été complétée entièrement, sans nécessiter leur participation à son achèvement. L'histoire n'a pas besoin de leur présence dans son prochain chapitre pour être une histoire complète. Tu n'es pas un récit attendant que quelqu'un d'autre arrive et lui donne une résolution. Ces deux résultats te laissent quelque part de réel, pas comme consolation, comme vrai fait sur le sol dont tu es maintenant véritablement fait. Qu'ils arrivent ou non, tu n'es plus défini par lequel des deux se produit. C'est le changement. C'est tout. Une chose avant que tu partes. Si cela t'a touché, aime la vidéo, abonne-toi et laisse ton mot dans les commentaires. Je suis arrivé. Dis-le à voix haute. Pas pour quelqu'un qui lit, pour toi-même. Parce qu'arriver est ce que tu as fait, non pas seulement aujourd'hui, mais dans toute la fenêtre qui a mené à ce jour. Dans les choix faits sans public, dans les questions plus difficiles posées quand les plus faciles étaient là, dans les carrefours pris vers l'honnêteté quand la direction confortable était clairement indiquée et socialement sanctionnée. Tu es arrivé. Et le dire à voix haute est la façon du corps de confirmer ce que l'âme sait déjà. Les mots prononcés avec une vraie intention complètent quelque chose que la lecture silencieuse laisse ouvert. Et si quelqu'un dans ta vie se tient à un seuil qu'il ne peut pas tout à fait nommer, partage ça avec lui. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi. Il saura. Il y a une porte qui s'est silencieusement ouverte aujourd'hui, pas avec annonce,
pas avec un signal qui doit être vérifié ou un sentiment qui doit être confirmé par quelqu'un en dehors de toi. Simplement, ouverte. Comme fonctionnent les vraies arrivées, non pas avec la qualité dramatique d'une percée, non pas avec des fanfares ou des marqueurs évidents, mais avec la qualité simple et inconfondable de quelque chose qui s'installe dans la position vers laquelle il se dirigeait depuis longtemps. Tu n'as pas besoin de te tendre vers elle. Tu n'as pas besoin de prouver que tu mérites ce qui est de l'autre côté. Elle s'est ouverte à cause de qui tu es maintenant. La personne précise construite par les questions précises avec lesquelles tu étais prêt à rester, les directions précises choisies au carrefour que personne ne regardait, le travail précis fait en privé quand rien, à l'extérieur de toi, ne confirmait que le travail atterrissait quelque part. Ce qui est ici maintenant n'est pas arrivé malgré le temps que cela a pris. Il est arrivé grâce à chacun de ces jours. Ce n'est pas une consolation. C'est la vérité précise et réelle de la façon dont cela fonctionne. Passe à travers. Tu es exactement là où tu étais toujours censé être.